Hello, Hello, tu vas bien? salut Audrey, ça va? Oui, ça va. T'es en pleine forme? Ça va, ça va. Ouais, 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 plein de trucs aussi. J'imagine que toi aussi, surtout avec cette grosse actu là. Ouais, ça y Quel est, c'est succès sur annoncé. LinkedIn? Comment? Quel succès sur LinkedIn du coup? C'est fou? Ouais, j'ai vu, c'est C'est cool. cool. Ouais, c'est très cool. Ça fait plaisir, ouais. Disons que pour Ouais, nous, très en très fait, contente pour vous. c'est Ouais. officiel depuis un petit moment maintenant, Ouais, mais au moins là, ça y est, tout le monde le sait, et donc ouais, c'est très cool. ça, ça, ça rend tout ça très, très concret, très palpable, quoi. Ouais, c'est très très cool. Alors, t'as vu, je t'ai mis des petits liens. Ouais, j'ai vu, tu vois Oh. que je vais mettre à quel moment, parce que moi je suis en train de mettre à jour mes pages ouvertes pour Ok. être au taquet là. Bah, Mais comme tu le sens, si un moment on parle de culture juridique ou un truc comme bon ça, là, il j'y y a, vais. il y a des chances. Et puis après, sur l'e-way, je ne sais pas comment on peut l'amener. Euh, Oh, Pierre, il va le faire sinon. ouais, je pense que je dirais à Pierre de le faire. Il est bon là-dessus. Comme ça, Pierre, il en parle à l'oral et moi, hop, je lance Ouais, l'article. ouais, très bien. On fait comme ça. Cool. Le truc pas du tout préparé. Et puis tu feras, oh, merci, je m'attendais pas. Oh, quelle Quelle surprise! surprise! Alors, je cherche à mettre mon micro, parce que je vous avais dit, hein, j'ai mes ring Ouais. lights et tout, là, ça y est, j'ai un micro, mais du coup, j'arrive pas Ah à ouais, le brancher. ah mince. Et ça, faut faire gaffe parce que, enfin, il y a des petits trucs à gérer quand même. J'ai fait un webinaire la semaine dernière avec, Ah hein, ok, pour le coup. ça marche. Bon, La après, ils technique. m'ont rien dit, ça se trouve, ils n'entendaient rien pendant une heure, et puis ils acquiesçaient, ils avaient l'air contents. Mais, donc, mais je sais plus comment. Ah si, voilà, c'est là. Et tu vois la diff ou t'as pas trop fait attention? Moi, j'en sais rien, je sais rien du tout. Je l'avais pas la semaine, il y a 15 jours? Non. Ah non, peut-être pas. Parce qu'en fait, ils me l'ont offert pour mon anniversaire, mes collègues. En fait, ils m'ont offert une ring light, c'est un truc de YouTuber énorme. Mais genre le gros truc énorme. Alors, tout content de dire, ah, pour tes Lega Club Sandwich, tu auras ça chez toi, mais impossible à mettre chez moi. Enfin, enfin, c'est pas possible. Donc, je leur ai dit merci beaucoup, mais ça va être trop gros. Et du coup, j'ai une ring light. Alors, ça se voit pas trop là, mais ouais, si je tourne mon écran, tu verras pas. Mais une ring light comme ça, qui est accrochée, et puis un micro. Puis, Ok, cool. donc, j'ai changé. Donc, c'est cool, ouais. Bon, faut que j'arrive à brancher quand même. Ah, est-ce que tu m'entends pareil? Ouais. D'accord, bon, ça sert à rien ce micro du coup. Euh, Non, mais je t'entends quoi. Et J'ai- là, c'est plus fort, c'est pareil. Ouais, c'est pas. Enfin, c'est. Ouais, d'accord. Bah, c'est mon micro. Voilà, Non, mais peut-être qu'à l'enregistrement, je demanderai au freelance si sur toi il y a une diff. ça marche. Bonjour Audrey, Bonjour Audrey, tu vas bien? ça va bien et toi? Ouais, alors attends, je suis en train Audrey. de m'occuper. Bonjour Thibaut, je suis en train de m'occuper de la logistique, hein, donc vous inquiétez Vas-y, pas. vas-y, prends ton temps. Que, en effet, l'iPad, c'est une chose. Euh,
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Hop. Puis en plus, sur l'iPad, c'est vrai que la dernière fois que je l'ai utilisé pour un événement, je me suis aperçue qu'en effet, on ne pouvait pas tourner l'iPad. Donc, je suis en train de mettre un livre en dessous. Ah, attendez. Oui, moi aussi, j'ai une boîte de chaussures. C'est pas mal ça. Je vais peut-être en Un jour, trouver une. on fera les coulisses. Ouais. Voilà, c'est ça. On va travailler. Voilà. Hop. Et là. Très bien. Ce serait drôle de faire ça pour la saison 3, Thibaut, si on fait une saison 3. Les coulisses, qu'est-ce qui se passe derrière les écrans? Ouais, C'est un bazar pas possible de mon côté. ça marche bien en plus ces posts-là sur les réseaux sociaux. Ouais. Bah, j'ai Alors, regardé attendez, notre... pardon. J'ai regardé le trailer qu'on avait fait pour la saison 2 et je l'ai re-regardé alors que je le connais par cœur et je me suis dit, ah, c'est vraiment chouette quand même. Ouais, c'est cool ce qu'il a fait. Ouais, c'est très très chouette. Alors, attends, parce que je me suis envoyé. Pourquoi ça marche pas? Je me suis envoyé ton mail où tu m'as mis le fond d'écran, mais je ne comprends pas pourquoi je n'en ai toujours pas. Ah oui, alors je dois avoir un problème parce que là, je l'ai. Je l'ai là, donc ça ne devrait pas tarder. On ne voit plus du tout Audrey par contre. Oui, non, c'est normal parce que je suis dans mes C'est mails. normal? Ah ok. En train d'essayer de... Je ne comprends pas. En fait, je dois avoir un problème. Pourtant, je suis sur le Wi-Fi dans les deux cas. Donc, sur mon téléphone, j'ai le mail avec la pièce jointe, mais sur mon iPad, je ne l'ai pas. J'adore. All right. Salut Pierre. Hello. Pierre. Il y a un copain Bonjour. qui améliore mon Wi-Fi chez moi ici et qui a décidé qui avait tout coupé. On me dit non, pas tout de suite là. Non, pas tout de suite. OK. Tac. Toucher, télécharger. Pendant ce temps-là, tac. Pierre, tu as une mission, Oui. entre autres du coup, c'est de parler de la levée de fonds de Liway. Ah oui. Je me permets Thibaut. Oui. Bien sûr. C'est 4,2 millions, c'est ça? Oui. On fait ça quoi, au début, à la fin? Peut-être au début, non? Au début. Super. Et moi, je mets le lien de l'article. Comme ça, Thibaut, tu ne parles pas de toi, on s'occupe de tout. OK. Ouais, Ensuite. exactement. Ah bah, j'ai bien fait de le faire, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas le bon truc. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le bon truc? Réfléchis, Claire, réfléchis. Ce n'est pas le bon truc parce que ce n'est pas... Alors, juste Thibaut, comment je fais pour télécharger le fond d'écran? Là, tu l'as téléchargé déjà sur... Je l'ai mis sur mon iPad. D'accord. Et donc là, normalement, sur Zoom, tu as un petit... À côté de l'icône vidéo, Oui, tu as un petit onglet. Donc, tu peux cliquer oui. dessus et cliquer sur Choisir un fond virtuel. C'est moi qui ai de l'audio, là? Ou ça vient de quelqu'un d'autre? Moi, j'ai rien chez L'audio, moi. là, le jazz. Non, donc c'est moi qui l'entends. C'est moi qui déclenche l'audio quelque part. Je sais pas où. Alors, je sens que ça va être très, très chiant parce que, bien sûr, je n'ai pas ce que tu me dis. Est-ce que tu as ton ordi d'ouvert à côté? Ouais. Est-ce que peut-être tu peux essayer de mettre le fond d'écran sur Zoom Je cherche via la ton musique, ordi? là. Ça marche pas, Thibaut. C'est par device, du coup. Ok. Quelle est la musique? Non, au pire, c'est pas très grave si tu ne l'as pas. D'accord. Parce qu'on est d'accord que je ne peux pas être sur le web, Zoom et mettre un fond d'écran. Parce que j'avais essayé longtemps et je n'avais pas réussi. En fait, sinon, tu l'as, je vais te dire où c'est dans les trois petits points. Je pense que ça ressemble à l'application En sur fait, l'iPhone. que là, j'ai levé la main, conversé, paramètres du webinar. Et quand Tu je as fais trois paramètres... petits points. Ouais, c'est ça. Mais je n'ai pas téléchargé un... Tu as dans plus. Normalement, je ne sais pas si ça... Est-ce que tu vois mon écran? Ouais. Attends, on va faire comme ça. Là, c'est pas très pratique ce truc, hein. Là, avec le fond d'écran, c'est juste pas possible. Alors, attends, je vais juste enlever mon... Il est 54. J'enlève mon fond d'écran, mais rassurez-vous, je le remets, hein.
Voilà, choisir Pas un de problème, on a le temps, vidéo. pas de stress. Oui, on est large du coup. Hop, ah bah, c'est mon lit derrière, comme ça vous voyez où je suis normalement. Voilà. Alors, Audrey, Mhm. c'est là. En fait, tu as plus. Ah non, là. Ouais, j'ai appuyé sur ça et en fait, j'ai pas Il le n'y a menu. pas? Non, T'as pas arrière-plan et filtre. non. D'accord. Attends, je vais voir parce que, alors, attends, c'est comme je n'utilise que très rarement Zoom et j'utilise très peu mon iPad. Je vais voir s'il ne faut pas que je fasse une mise à jour rapide. Ce qui peut être un peu risqué là en 5 minutes. Oui. Ok. Mieux partir sur. D'accord. Non, Parce que mais moi, je suis sur l'application Zoom Cloud Meeting, hein, c'est ça de toute façon. ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'effectivement, sur des. Même ton iPad, il est récent? Non, je l'avais Ah. obtenu, j'avais reçu un award chez Atos il y a, il y a 7 ans et on me l'a volé et j'en ai racheté un autre en 2015. Voilà, il date de, il y a 6 ans, quoi. Il a 5 ans et demi. Bah, c'est peut-être ça, mais honnêtement, Audrey, c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Oui. On l'a déjà fait sans et ça se passe très très bien. On préfère t'avoir sans fond que pas du tout, du coup. Le principal, c'est que tu sois là. Ah, tu n'es plus là, Audrey, du tout. Est-ce que c'est bon pour le son, du coup, Pierre? Ouais, oui. Entre-temps, j'ai vérifié. Tac. On fait gaffe à couper nos notifs. Ah, on n'entend pas grand-chose, hein. D'accord. Moi, j'entends pas, en tout cas. T'entends, Attends, Thibaut? Non. attends, c'était bon. Attendez. Je ne veux pas de ça. C'est pas ça que je veux. Là, je veux On a ça. perdu Audrey. Elle va revenir. Voilà. Pierre parlera de compliance. Ok, bon, moi j'ai les jingles. Audrey a disparu, alors ça c'est ballot. Je crois qu'on n'aime pas trop quand c'est trop facile. On aime bien mettre un petit peu de piment à chaque fois. Ah, je suis revenue, je ne sais pas si c'est passé, mais bon, c'est pas grave. Mais là, j'ai enlevé toutes les autres applications, comme ça, il n'y a pas de problème. Ok, super. Alors, je vais briefer un petit peu sur le déroulé, Audrey. Ouais. Donc, l'idée, c'est que je commence par présenter l'émission. Ouais, La après, photo. la photo. Pardon. Donc, Attention, la photo, tout le monde sourit, ouais. regarde l'écran. On regarde, attendez, mince, voilà, tout le monde sourit, fromage, attention. Bon. C'est le top 19 celui-là, c'est ça? Voilà, Oui. exactement. Donc, en gros, Audrey, je commence par présenter l'émission. Ensuite, Audrey puis Pierre se présentent. Ensuite, je vais te demander salut Audrey, bienvenue, comment ça va? Tu vas me dire ok, ça va, super. Là, je te propose de te présenter avant de D'accord. démarrer le talk. Donc, juste une petite intro rapide pour que les gens voilà, sachent qui tu es. Et après, on démarre les questions. Donc, la première question, ce sera sur qu'est-ce que la compliance et de quoi parle-t-on concrètement? Tu vois, le message général de l'invité qui est au-dessus, ça, on le garde pour la fin. C'est moi qui clôturerai par ça. D'accord. Ça te va comme format? Donc ça, ensuite, on démarre les questions-réponses jusqu'à peu près 28. Donc, on se cale, tu vois, par rapport à tes questions, enfin, à nos questions, à tes réponses. Dès qu'on arrive vers 28, on sait que ça, on approche de la fin. Ensuite, on passe aux chroniques d'Audrey, puis celles de Pierre. Nous, pendant ce temps-là, on regarde les questions, on en prend connaissance. Et ensuite, sur la fin du talk, moi, je vais te poser les questions. D'accord. Avec Pierre. D'accord? Donc là, c'est les questions des participants. Si on en a beaucoup, on pousse un peu jusqu'à 13 heures. Si on n'en a pas trop, on brode jusqu'à 45 et on coupe à 45. Là, il y a beaucoup de monde, donc je pense qu'il y aura des questions. D'accord. Sur la première partie de l'interview, on essaye de rendre ça le plus dynamique possible. Donc, n'hésite pas à faire des pauses pour que nous, on puisse te poser des questions, tu vois, et t'amener sur tes prochaines réponses pour rendre ça le plus vivant possible. D'accord, très bien.
Est-ce que j'ai oublié des choses? Audrey, Pierre? Non, juste, Audrey, je vais t'envoyer un lien supplémentaire. Moi? Audrey, moi? D'accord. Et Ok. Audrey 3, voilà, sur le diagramme de Getting Things Done, parce que ce sera, voilà, D'accord. on parlerait, mais Ok, parce que en fait, Audrey, on anime le chat avec Pierre pendant que nous, on pose des questions, comme disait Thibaut, pour animer et dynamiser aussi l'échange. Et si tu as des exemples, des articles À à poster? partager, ouais, n'hésite pas à les mettre sur le doc. Je ne sais pas si tu l'as ouvert là, du coup, devant toi. Nous, on va s'en occuper. Je suis en train de faire, j'essaie de le faire sur mon téléphone parce que je vais éviter de toucher trop à l'iPad. J'ai peur que. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, moi, je vais partager ton profil LinkedIn, l'article le site de Fenêtre électrique parce qu'on le fait pour tous nos invités. Alors, voilà, moi, je vais mettre aussi l'interview que j'avais faite de toi il y a 2 ans, Ouais. du coup. Et puis le site de la femme, les gens le connaissent, mais c'est pas mal de le remettre. Et puis voilà, si tu as des choses qui te viennent, en tout cas, n'hésite pas à le mettre dans le doc et nous, on s'en occupe avec Pierre. Voilà. Ok, très bien. On y va? Il est midi? une seconde, juste une seconde. Merci. On y va. Ok. On est prêt? Je démarre. Oui. Pierre, t'es bon sur le son, tu me dis. Non. T'inquiète, on a 30 secondes. C'est bon, go. Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique de qualité, rencontrer des personnalités du monde juridique et tout ça à la cool dans un esprit léger. Voilà, c'est le jeudi, 2 fois par mois, de midi à 12h45. C'est pour ça qu'on appelle ça Legal Club Sandwich, parce que c'est pendant la pause déj. Et l'idée, c'est de se changer un petit peu les idées, découvrir de nouvelles choses. Alors moi, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis un des cofondateurs de l'IOE. Et l'IOE, c'est une solution qui aide les juristes à reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. On va venir automatiser tout un tas de tâches manuelles réalisées par les juristes pour leur permettre de se concentrer sur des sujets qui ont plus de valeur ajoutée, le conseil juridique, par exemple. Et pour mener à bien cette émission, je suis accompagné de mes 2 chroniqueurs préférés, Audrey, Pierre. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très, très bien. Bonjour à tous. Mais ça va super bien. Avant qu'on se présente, Thibaut, on va te féliciter. 4 millions de levées dans une série A pour l'IWay, donc la Legal Tech qui vous aide dans la gestion de contrat. Thibaut et toute l'équipe, bravo, bravo. Merci Pierre, c'est sympa. Ouais. Ce n'est pas encore une série A, on y arrivera bientôt. Ah, moi je considère, alors c'est la pré-seed en tout cas. Bah, exactement, mais c'est cool, merci, on est super contents de continuer tout ça. Et vous avez déjà 15 postes, j'ai vu, c'est ça? Ouais, c'est ça, 15 personnes à recruter, donc on va vous partager un article, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Bon, bah, bravo en tout cas, et ceux qui ne connaissent pas encore la solution l'IWay, parce que tu ne pourras pas dire ça, moi je peux te dire, allez faire un tour, c'est vraiment génial. Génial. Toi, assez parlé de moi, à toi Audrey, est-ce que tu veux te présenter? Ah, déjà, oui. Bravo Thibaut et bravo l'IWay, pardon. Oui, on est 2 Audrey aujourd'hui, donc c'est inédit. Et du coup, Audrey, promis, je te laisse la parole juste après parce que c'est consacré à toi aujourd'hui. Et juste pour ceux qui ne me connaissent pas très rapidement, je suis donc Audrey Deléris, manager chez Fed Legal, cabinet de recrutement juridique et fiscal. Et j'exerce ce métier depuis près de 12 ans. Et j'ai la chance donc, de vous côtoyer au quotidien depuis toutes ces années et de vous proposer de super opportunités. Et en parallèle de ça, je co-anime le magnifique réseau créé avec Pierre Landy ici présent, qu'on a créé il y a presque 2 ans. On va fêter notre anniversaire très bientôt. On est près de 270, 275, je ne sais plus exactement, que des juristes dans la tech et les startups. À toi, Pierre.
Merci Audrey. Et pour ma part, Pierre Landy, donc avocat au barreau de Paris. Je suis le cofondateur de l'Alliance Co. Ce sont des avocats, c'est mon ancienne équipe de Yahoo d'ailleurs, où j'ai passé plus de 15 ans, qui travaillent principalement dans le domaine de la tech. Et donc, on est en Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie et Espagne. Et vraiment, on essaie de travailler comme des juristes externalisés. Mais au-delà de l'Alliance Co d'avocats dans ces 5 pays européens, je suis surtout depuis 2 ans executive mentor et j'accompagne des directeurs juridiques, des directions juridiques dans leur ensemble, des équipes juridiques, des high potentials à développer à la fois leurs soft skills ou leurs technical skills si besoin. Et voilà, et ça m'éclate d'accompagner, surtout dans la tech d'ailleurs, tous ces nouveaux, cette nouvelle génération de juristes qui arrivent derrière nous. Voilà, c'est difficile à dire. C'est comme ça. Life goes on. Bon, allez, assez parlé de nous. Oui, merci Audrey, merci Pierre pour les présentations. Donc aujourd'hui, émission numéro 11, on va parler de compliance avec Audrey Morin qui nous fait le plaisir d'être là. Audrey, déjà, comment ça va? Ça va très bien, il fait un temps magnifique. C'est un bon 1er avril à passer avec vous tous. Voilà, exactement. On a du beau temps et ce n'est pas une blague. On va vraiment parler de compliance aujourd'hui. Peut-être, est-ce que tu peux dire un mot sur toi, te présenter avant qu'on passe aux questions? Oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, je suis Group Compliance Director chez Schneider Electric. J'ai la charge, en fait, de développer et d'implémenter le programme de compliance pour le groupe dans l'ensemble de ses filiales. On est présent dans 140 pays, donc ça fait pas mal de sujets de mise en place. Je suis une juriste de formation. Voilà, j'ai plus de 11 ans d'expérience, toujours sur les sujets d'éthique et de compliance. Je suis passée d'abord par Accenture, donc entreprise américaine de services. Et puis, j'ai eu la chance après de développer mes compétences chez Atos pendant à peu près 7 ans, dans la mise en place du programme de compliance également. Donc, voilà, donc je suis une passionnée des métiers de l'éthique et de la compliance. J'interviens dans plusieurs organisations professionnelles sur la place de Paris et aussi maintenant aussi un peu à l'international. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec l'ensemble des participants sur la culture de la compliance en France. Et justement, du coup, c'est une super transition. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est que la compliance? De quoi parle-t-on concrètement? Alors, traditionnellement, la compliance, en tout cas pour les pays européens et puis au tout début aux États-Unis, la compliance, c'est un processus qui permet d'identifier finalement les réglementations sur lesquelles les risques, notamment juridiques et financiers, étaient les plus importants et qui a amené en fait certains régulateurs à réfléchir comment les entreprises pouvaient prévenir ces risques plus particulièrement avec des programmes de compliance, donc des programmes structurés. Et j'insiste sur cette idée de programme parce que, comme on en a pu discuter un petit peu en introduction ensemble lorsqu'on préparait le Legal Club Sandwich, en France, on a tendance à penser que la compliance, c'est d'abord en fait une idée de se conformer à la réglementation ou à la loi. Sauf qu'un programme, ça va bien plus loin que l'idée de se conformer à la loi. C'est vraiment d'adapter en fait une marche à suivre, d'adapter des comportements. Et donc, ça appelle beaucoup plus de compétences que simplement la compétence juridique. Aujourd'hui, la compliance, depuis, on va dire, 5 ans, en tout cas à l'international, s'alimente de plus en plus d'externalités. Donc, il y a bien sûr la conformité juridique, mais il y a aussi finalement l'ensemble des standards que souhaite mettre en place une entreprise par rapport à ce qu'elle imagine ou ce qu'elle identifie comme important auprès de l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, ça va être notamment les investisseurs, les clients, les partenaires, mais parfois aussi les employés. Et c'est très souvent aussi en réaction à des crises internes. Et là, par exemple, je prends l'exemple d'une compliance qui se développe depuis quelques années, qui est sur toutes les questions de lutte contre les discriminations ou le harcèlement sexuel. C'est notamment le mouvement post-MeToo, qui a fait que les entreprises ont dû mettre en place cette stratégie et ce mindset de programme de compliance sur des sujets qui étaient pour autant assez loin des préoccupations traditionnelles d'anticorruption, de droit de la concurrence, mais où finalement le risque réputationnel est tel, et là on entend par risque réputationnel faire la une des journaux, que les entreprises ont décidé d'investir sur ces sphères-là. Donc on voit aujourd'hui que la compliance est un outil
un outil finalement d'application plutôt des stratégies dites ESG, donc environnement, social et de gouvernance, en plus de finalement la première strate qui reste réglementaire. Ouais, donc on va au-delà en fait de tout ça, juste de la partie réglementaire. C'est intéressant. Tu peux nous dire pour toi quelle est la limite entre éthique et compliance? Alors, pour moi, l'éthique, déjà, bon, les deux ne s'opposent pas, même si on a pu voir, notamment dans certaines organisations, alors des grosses organisations qui notamment ont eu à mettre en place des programmes de compliance depuis très longtemps, notamment parce que la France, notamment, n'a pas attendu sa part d'eux pour parler de compliance, notamment dans le bancaire et l'assurantiel. La compliance, c'est quelque chose qui est réglementé, même la profession est réglementée. On a eu tendance à un moment donné à opposer l'éthique et la compliance comme si la compliance était quelque chose d'assez rigide, d'assez, on va dire, voilà, on est dans la mise en place de processus et finalement l'éthique va être plus sur l'idée on va insuffler des comportements, on va insuffler une valeur d'entreprise qui doit guider les actions de chacun tous les jours. Pour moi, c'est complètement complémentaire, et notamment moi qui ai plus travaillé dans les services et l'industrie, l'un ne va pas sans l'autre. Faire de la compliance sans savoir finalement ce qu'on souhaite réaliser en tant qu'entreprise, collectivement aussi avec l'ensemble des employés ou même avec l'ensemble de notre écosystème, ça revient à investir de l'argent et des ressources sans vraiment d'impact stratégique. Mettre en place comme valeur d'entreprise d'être une société éthique et justement d'inclure ça dans une stratégie durable d'entreprise, ça donne le pourquoi de l'investissement qu'on met ensuite en matière de compliance, de processus, et ça permet aussi finalement de s'approprier pour chaque employé le processus comme simplement un outil qui nous permet d'atteindre un objectif commun. L'éthique, pour moi, est vraiment finalement le but à atteindre, ou en tout cas ce qu'on souhaite diffuser en termes de culture. Et la compliance vient apporter finalement les fondations, le cadrage. Nous, on appelle ça les boundaries chez Schneider Electric, qui permettent à chacun finalement de savoir comment agir face à telle ou telle situation. C'est très intéressant parce que dans les sociétés américaines, très souvent, c'est le même département. Ça s'appelle ECO, c'est-à-dire Ethics and Compliance Office. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais chez Yahoo, ça allait assez loin. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais le ECO, ce département reportait directement au board, même pas au General Counsel, et était en pointillé au General Counsel. Donc, c'est vraiment le board, le comité de direction qui avait les rapports de ECO. Donc, même pas le General Counsel. C'est dire si c'est important. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi. Merci et c'est lié aussi à ton expérience professionnelle où tu as pu justement voir ce qui allait sûrement arriver en France. Les États-Unis, on dit toujours qu'ils ont quelques années d'avance par rapport à l'Europe et par rapport à la France. Chez Schneider Electric, on est en pleine transformation sur cet aspect-là. Je suis arrivée chez Schneider Electric, la compliance faisait partie du département juridique et depuis août 2020, nous avons créé un département spécifique éthique et compliance qui rapporte au même niveau hiérarchique que le juridique à notre secrétaire général et ce qui nous a permis même de mettre beaucoup plus de choses dans ce qu'on entendait par ethics and compliance. Donc, moi, depuis que je suis arrivée chez Schneider, j'ai eu à cœur justement à décloisonner le côté très réglementaire de la compliance et très anti-corruption pour commencer à connecter avec l'ensemble des organisations, notamment les RH, la finance, le M&A, enfin voilà, plusieurs finalement fonctions et business pour commencer à travailler sur d'autres sujets que j'estimais être à risque, réputationnellement parlant. Et finalement, le département qu'on vient de mettre en place et sur lequel on est en train de travailler pour connecter avec les autres fonctions est vraiment dans cette approche-là. Et donc, c'est l'éthique et la compliance qui sont réconciliées, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est notre fonction qui sommes en charge. Parce que finalement, l'éthique, ce n'est pas un département, c'est finalement ce qu'on diffuse dans l'ensemble de la société. Et puis la compliance, parfois, on peut être en charge de la mise en place du programme et sur d'autres sujets, on ne va pas être en charge, mais on va accompagner la fonction qui est en charge, qu'on appelle nous le subject matter expert, l'accompagner pour s'assurer qu'il y ait un programme efficace mis en place
Et l'efficacité, elle a deux éléments. Un élément, on va dire, en amont, qui est notre risk assessment. Et donc, nous sommes en charge de ce risk assessment dans notre département. Et l'aspect aval qui va être la gestion du système d'alerte. Nous avons un système d'alerte qui fonctionne très bien sur un ensemble de sujets et surtout notamment sur les sujets RH. Et donc voilà, c'est ces deux éléments-là où on va venir voir les subject matter experts pour leur dire voilà vos risques, qu'est-ce qu'on fait, voilà, comment on appréhende ce sujet opérationnellement. Et ce que tu dis est vraiment très important parce que dans beaucoup encore beaucoup de conversations que j'ai chez mes clients, beaucoup se disent compliance, c'est que le juridique. Mais ce que tu dis est extrêmement important. Ça concerne vraiment toutes les fonctions de l'entreprise pour le coup et vraiment toutes les directions. Donc, est-ce que tu as peut-être des exemples à nous donner justement de directions auxquelles on ne pense pas forcément qui sont concernées et comment la compliance aide en fait ces autres directions Alors déjà, je pense, et notamment si on a des participants qui sont dans des structures plus petites, pour moi, la compliance va être surtout sur des sujets, on va dire RH, et où finalement la structuration juridique va aider. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement savoir comment analyser la loi, on a quand même une formation lorsqu'on est juriste qui nous permet justement de rentrer dans un mode projet et de pouvoir finalement capitaliser sur la façon dont nous travaillons, notamment avec le business, avec les acheteurs, pour justement utiliser exactement la même méthode de travail avec les fonctions qui doivent mettre en place un programme de compliance. Sur les questions de discrimination et de harcèlement notamment, alors on parle très souvent des programmes de diversité, de politique de diversité et d'inclusion, mais ça c'est l'aspect, on va dire, éthique. C'est-à-dire que oui, personne ne va écrire une politique qui va revendiquer le fait de ne pas être inclusif. Par contre, il y a la politique et tout ce qu'on met en place ensuite après. Donc ça va être notamment d'accompagner les RH sur la formation des managers. La formation des managers, ça a toujours un pan de sensibilisation au risque. Qu'est-ce que je risque en tant que manager si je ne prends pas au sérieux en fait une allégation de harcèlement sexuel dans mon équipe? Qu'est-ce que je risque si un salarié fait l'objet d'une enquête et que je couvre l'enquête, ou en tout cas que je ne permette pas à ce que l'enquête soit faite dans des bonnes conditions. Et puis aussi, comment je peux participer en tant que manager à la mise en place d'une culture d'entreprise qui soit efficacement contre les discriminations et le harcèlement. Donc il y a les RH qui parfois sont vus un petit peu comme un peu à part, et plus dans les relations individuelles de travail, ou vraiment là s'occuper après de tout ce qui est collectif, mais ne pas être dans cette recherche finalement de mettre en place quelque chose qui va au-delà d'un simple statement dans une politique, mais vraiment dans une efficacité opérationnelle de ce qu'on veut prévenir. Ensuite, il y a la finance. La finance, je pense, si on prend par exemple Sapin 2, où il y a quand même un pilier qui est relatif au contrôle comptable pour lutter contre la corruption, les directions opérationnelles, les directions financières, finalement, moi j'en avais parlé en interne, et puis avec d'autres entreprises, n'ont peut-être pas été aussi sollicitées qu'elles auraient dû pour vraiment travailler sur cet aspect-là. Peut-être parce que aussi la direction juridique, lorsque la direction juridique est en charge de la compliance, n'avait pas l'habitude de travailler avec les directions financières sur justement les processus, ou même avec des interactions assez faibles. Je pense que là, c'est l'excellent moyen en fait, de connecter avec les directions financières pour justement rentrer dans cette logique de collaboration, d'identifier en fait qu'est-ce que nous devons faire pour être conforme à la loi, dans le cas présent, et finalement d'expliquer quel est leur rôle opérationnel de prévention, mais aussi de détection. Et notamment, alors, vous parliez de Legal Tech au début. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande évolution sur la compliance de façon générale, qui est comment on allie toutes les obligations de détection, de prévention, avec notamment l'essor des nouvelles technologies. La digitalisation qu'on voit pointer sur les sujets de compliance, là, pour la direction financière, c'est très souvent des sujets qu'ils ont déjà dans leur programme à 2, 3, 4 ans. Donc, c'est comment capitaliser aussi finalement sur ces transformations organisationnelles, digitales, qui sont en cours chez les financiers, pour voir ce qu'on peut mettre, nous, en matière de compliance pure.
Donc ça fait partie des sujets que je vois vraiment où la collaboration peut vraiment être accrue avec d'autres départements, d'autres fonctions. Et puis après, en fait, j'ai envie de dire, c'est même avec chaque unité opérationnelle. On est alors, si je prends historiquement en France, les directions juridiques qui vont être surtout sur, on va dire, sur tout ce qui est contract compliance, qui va se positionner en tant que business partner justement sur les projets, justement sur le levier. Là, c'est d'aller voir les fonctions opérationnelles. Ça peut être aussi des achats, ça peut être aussi le M&A lorsqu'on a une forte activité de croissance externe, pour leur expliquer quel est leur rôle en termes de compliance. Nous, chez Schneider Electric, le M&A, c'est une part importante de notre activité. On a eu énormément d'acquisitions, par exemple, en 2020. On avait mis en place début 2020 en fait un framework pour expliquer ce qu'on faisait en matière de M&A compliance. Et finalement, un des résultats, c'est d'avoir vraiment capitalisé sur le processus M&A pour leur faire comprendre à chaque membre de l'équipe quelle était leur valeur ajoutée en fait pour participer à la prévention des risques lorsqu'on était dans une phase d'acquisition. Et ce que tu dis, Audrey, justement, je pense que ça rejoint exactement le titre qu'on a choisi ensemble, justement. C'est que ça ne concerne pas qu'un département, déjà que juridique, ce n'est pas que la compliance et l'éthique, c'est vraiment toute l'entreprise, pour le coup, sa véritable raison d'être, l'éthique. Et c'est pour ça que tu nous as parlé de culture compliance. On a tout de suite adhéré au titre que tu nous as proposé parce que c'est vraiment très évocateur de ce qui doit se passer en entreprise. Est-ce que toi, justement, tu as des conseils, alors soit au sein du département juridique ou soit en dehors, pour avoir justement les bonnes pratiques pour avoir une bonne culture compliance? C'est là, en fait, c'est vrai que quand vous m'avez posé cette question par rapport à l'audience, je me suis dit, oui, il ne faut pas que notamment les juristes se sentent exclus à la fois de cette culture, mais à la fois de l'animation de cette culture. Je pense que c'est aussi des réflexions générales qu'on a sur le rôle d'un juriste d'entreprise depuis quelques années, sur finalement ce qui va dépasser le simple job traditionnel d'un juriste, et notamment cette idée de trusted advisor qu'on voit de plus en plus, et notamment de toutes les soft skills qu'on doit développer. Je sais que vous avez fait un talk avec Christophe Roquilly, notamment sur les soft skills des juristes. Pour moi, finalement, c'est assez lié. Finalement, si aujourd'hui on développe le métier de juriste d'entreprise, notamment sur des aspects plus de soft skills, d'accompagnement du business, d'accompagnement du management, sur des sujets plus stratégiques, sur des sujets finalement beaucoup plus transverses, voire cross-fonctionnels, à savoir animer en fait une culture de la compliance fait complètement partie en fait de cet aspect-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut en effet avoir une capacité de vulgarisation importante. Ce que j'ai trop souvent vu, et j'en ai même moi fait l'écueil au début de ma carrière, c'est qu'on reste très souvent dans un rôle d'expert et on va essayer de faire une micro-formation dans droit à des gens qui n'ont jamais fait de droit. La capacité qu'on peut avoir justement à développer ces capacités de présentation, de communication, de vulgarisation, je pense que en termes de développement de soft skills pour un juriste, c'est extrêmement important. Et puis finalement, c'est comment connecter, alors on parle de design thinking, comment connecter en fait ce qu'on souhaite voir réaliser chez les autres en comprenant aussi leurs besoins. Donc, ces capacités d'écoute, de compréhension aussi du business. La culture de la compliance, comme toute culture, elle est différente d'une société à une autre. Et ce qui fait cette différence-là, il y a deux aspects. Il y a ses risques, donc tout son écosystème. Donc, c'est pouvoir justement accompagner les opérationnels sur l'identification de leurs risques. Et là, c'est vrai que d'avoir une culture juridique, donc de savoir quels sont les risques juridiques notamment, ça permet de pouvoir les accompagner. Et puis, il y a l'autre aspect qui va être justement sur compréhension du business, compréhension de quelle est la culture d'entreprise, comment les gens travaillent ensemble pour pouvoir adapter la culture. Et là, c'est à mon avis aussi une formidable possibilité de développement, d'être de plus en plus dans une interaction qui ne soit pas simplement je viens vous dire ce que vous devez faire, mais je vais venir comprendre comment vous travaillez pour vous dire comment vous pouvez mieux travailler.
C'est hyper intéressant toute cette partie-là. Et Je rigolais tout à l'heure parce que tu as utilisé le terme de Trusted Advisor, qui Ouais. est de mes grands dadas dont je parle régulièrement, non seulement aux personnes que j'accompagne, tous les directeurs juridiques que j'accompagne, mais j'en parle aussi régulièrement. C'est un mot que j'utilise à foison. Donc, quand j'ai vu D'accord. que tu le prononçais, je suis là, yeah! Totalement d'accord avec toi sur ces soft skills et sur cette notion du conseiller de confiance. Ça sonne beaucoup mieux en anglais, mais voilà. Excuse-moi, Thibaut, c'est à toi. non, non, Ouais, mais pour la partie, quand on a créé notre département éthique et compliance, on a travaillé sur notre Oshin. Et donc, il y a une technique voilà, pour expliquer voilà, quelle est la valeur ajoutée d'une équipe. Et donc, notamment, il y a la section Trusted Advisor. Donc, on a dû expliquer dans cette section-là, qu'est-ce qu'on inclut, comment on voit notre département, comment moi je vois mon équipe par rapport à cette fonctionnalité-là, en fait, voilà, dans l'entreprise. Donc, ouais. Et toi, justement, Audrey, qui est passée par des entreprises internationales, comment tu vois la compliance en France par rapport aux autres pays? Tout à l'heure, tu disais qu'on est souvent un petit peu en retard par rapport à nos amis anglo-saxons. Est-ce que tu as une idée là-dessus, un avis? Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est même en fait pour toutes les personnes dans le monde qui ont travaillé pour des entreprises américaines. Moi, dans mon équipe, j'ai des gens qui sont un peu basés partout. Des gens que j'ai recrutés sur les 2 ans et demi qui se sont écoulés, qui viennent d'entreprises. Ils ont tous eu une expérience dans une entreprise américaine. Et finalement, il y a des juristes de formation, il y a des financiers, il y a même des RH. Finalement, eux, ça fait longtemps qu'ils font de la compliance et que le débat juridique compliance ne se pose même pas parce que pour eux, la compliance, c'est vraiment un sujet à part, mais complémentaire. Parce qu'ils ont eu une expérience dans une entreprise américaine où ils sont déjà allés à ce niveau-là, finalement, d'expertise en matière de compliance. En France, il y a eu des avancées sur les 5 dernières années. Donc, on cite souvent Sapin 2, bien sûr, le devoir de vigilance. Je trouve que la France s'est réveillée s'est réveillée tardivement, mais finalement, c'est très réveillé d'un coup. Et ça continue, notamment quand on voit justement tout ce que maintenant l'Union européenne essaie de faire, notamment, alors il y a la directive sur la protection des lanceurs d'alerte, il y a le futur projet de directive sur la vigilance, notamment la due diligence en matière de sociale, environnementale, comme le devoir de vigilance français. Il commence à y avoir une pratique de la compliance en France et en Europe qui diverge un petit peu des Américains. Et finalement, je trouve qu'on a beaucoup de choses en France, notamment tout ce qui est ESG, ce qu'on appelle ESG aujourd'hui. Nous, en France, ça fait plus de 15 ans qu'on l'a. Notamment, c'est la loi Grenelle 2 sur tout ce qui est reporting extra-financier, où il y avait déjà certains éléments, notamment liés sur la formation en matière d'anticorruption. Donc, on n'a pas attendu finalement les Américains pour vraiment se dire que oui, en fait, une entreprise, ça va beaucoup plus loin que le financier, ça doit prendre en compte d'autres éléments. Ce que je peux regretter parfois, c'est qu'en effet, parce qu'il y a eu Sapin 2, et qu'il y a eu la fin, et qu'il y a eu des contrôles. Il y a eu une juridiction, on est allé vraiment vers une judiciarisation de la compliance, des problèmes de compliance, qui fait que parfois, on a l'impression que si on n'est pas juriste, on ne peut pas faire de la compliance. Que finalement, il faut être dans cette logique très juridique pour réaliser un problème de compliance. Alors que finalement, lorsqu'on est en entreprise, on s'aperçoit bien que non, il faut beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et finalement, moi, maintenant que je suis séparée du juridique, c'est très bien parce que le rôle d'un département juridique, lorsqu'on a un département compliance dédié, est différent. Il participe clairement en fait au programme, mais on n'a pas les mêmes fonctions. Ce qu'on dit très souvent, alors c'est l'analogie, c'est ma compliance officer Moyen-Orient, Afrique qui m'a sorti cette analogie que j'aime beaucoup, c'est celle des risques d'incendie. Un département juridique, il est là en fait, si le risque se révèle, s'il y a un incendie, en fait, de prévenir tout ce qui est responsabilité, tout ce qui va être aussi assurantiel, etc. Donc on va être en fait sur la remediation ou la mitigation en fait lorsqu'il y a l'incendie. L'équipe de sécurité, elle va être sur la prévention du risque d'incendie. Elle va s'assurer que le risque d'incendie ne se réalise pas.
On peut dire un peu la même chose entre juridique et compliance. Et c'est vrai que finalement, lorsqu'on est dans une société, et Schneider Electric a décidé finalement de se doter de ce département spécifique pour faire cette différence-là, c'est que nous, on est dans un rôle de prévention. Ce qui a beaucoup changé depuis que moi j'ai créé mon équipe, notamment régionale, avec des compliance officers dédiés, c'est que quand ils sont arrivés, qu'ils ont fait un état des lieux de ce que faisait le juridique sur la compliance, on était sur du réactif. Sauf que le réactif, c'est le système d'alerte. Ça représente 15% du travail d'un compliance officer. Il y a 85% où c'est du préventif, où c'est de l'aide à la détection. Finalement, en France, je trouve qu'il y a un travail, beaucoup d'entreprises font ce travail de transformation, mais il ne faut pas avoir peur, et c'est pas mal de dire que justement, ce n'est pas un métier traditionnel, ce n'est pas le métier traditionnel d'un juriste d'entreprise, même si finalement les juristes font des très bons compliance officers. Voilà, j'ai des gens qui sont formidables, qui sont des anciens avocats, qui sont passés à la compliance depuis plusieurs années. L'un n'empêche pas l'autre, mais ce sont deux métiers différents. Et en France, lorsque je vois certains développements, je me dis, oui, on passe beaucoup de temps sur le juridique, sur le réglementaire, sur ce qu'il faut faire, mais pas sur ce qu'il faut faire, le quoi, mais pas sur le comment. Et le comment n'est rien de juridique. C'est du project management, c'est du change management, c'est beaucoup d'autres skills que simplement en fait de connaître la loi. Merci Audrey, c'est très complet, c'est passionnant. On espère que ça vous a permis de découvrir et de comprendre un peu mieux le métier de compliance officer. Si vous avez des questions à poser à Audrey, c'est le moment. On va y répondre à la fin. Il y en a déjà pas mal. On va essayer de répondre à tout le monde. On fera au mieux. Et maintenant, c'est le moment de passer aux chroniques d'Audrey et Pierre. Lancement, jingle, Pierre. Attention, tu es en mute. Pierre, tu es en mute. Attention. Non. Et du coup, on n'entend pas le jingle. On n'entend pas le jingle de Pierre. Pierre, tu es en mute. C'est les aléas du direct. J'étais à fond et j'étais en train de vous dire que pour ceux qui ne connaissent pas, on a des jingles. Et voilà, et vous m'avez vu bouger sans entendre le jingle. C'est pas grave. On recommence. C'est reparti. Clap. On y retourne. Et je me suis trompé, c'est mon jingle. On les a inversés, Audrey. C'est quand même super. C'est le direct. Merci Pierre de m'avoir prêté ton jingle. Je te prête le mien pour juste après. Et moi, je vais vous parler sans grande surprise de compliance et de marché. Qu'est-ce qui se passe en France avec mon point de vue de recruteuse? Alors, 3 points. Et je pense qu'Audrey, tu vas reconnaître pas mal de choses que tu as déjà dites parce que je suis vraiment d'accord avec toi. Donc, ça tombe plutôt bien. D'abord, sur le profil, ce que je vois, c'est qu'en effet, beaucoup viennent du droit. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup appel à nous, Fake Légal, pour en recruter justement. Et nous, on avait mené une étude il y a quelques temps et qui révélait que 92% des profils interrogés venaient du droit et sur des profils assez expérimentés. C'est en train de changer un petit peu avec des profils déjà un petit peu moins dimensionnés, mais on est quand même sur des gens qui ont déjà un beau background au sein de l'entreprise. Et voilà, nos clients en tout cas sont plus ouverts aussi en termes de background justement, avec des personnes qui viennent de la concurrence, de l'IT, des cabinets d'avocats. J'en ai recruté récemment justement qui est le cabinet, ce qui était un peu plus rare il y a quelques années, de l'audit interne, du risk management, de cabinets de conseil. Donc ça devient de plus en plus large. En fait, les expériences sont multiples et vraiment riches, et c'est justement ce qui fait la différence, ce que tu disais Audrey. Et selon les postes, on va rechercher des personnes très opérationnelles, capables d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des collaborateurs, de les former, d'aller vraiment prêcher la bonne parole, tout en ayant une vision stratégique pour certains postes, notamment les postes de directeur. Et ça, je pense que tu serais d'accord avec moi, Audrey. Et plus important aussi, c'est ce que tu disais, je suis totalement d'accord, ce sont les soft skills. Ce qu'on va rechercher un profil qui va aller au-delà de la technique, sur des vraies valeurs d'éthique, évidemment, une capacité à persuader, une vraie gestion de projet, une gestion du risque aussi, et énormément de pédagogie qui correspond à la vulgarisation dont tu nous parlais tout à l'heure.
Et donc, les soft skills, ça, on va même le dire à chaque fois, c'est vraiment ce qui fera toute la différence, pardonnez-moi, selon les recrutements. Ensuite, deuxième point, le rattachement. Ça, c'était un point que je voulais aussi aborder avec vous. Selon l'étude dont je vous parlais, donc de fait légal, que je vais vous partager ensuite, près de 60% des compliance officers sont rattachés à la direction juridique. C'est en train de changer, preuve en est chez Schneider justement aussi. Alors, la plupart du temps, c'est vraiment le cas sur la partie industrie et services que je connais très bien, et moins dans les secteurs banque et assurance, où c'est historiquement assez séparé. En fait, le plus important, c'est d'être attaché au plus haut niveau de la société et d'avoir un accès direct à la direction générale pour avoir vraiment les moyens de mettre en œuvre le programme d'éthique et qui va être décidé du coup en interne. Là, j'ai une petite confidence à vous faire d'une discussion que j'ai eue il y a quelques temps avec un directeur juridique du CAC 40 qui m'a dit que lui-même avait demandé à ce que la direction compliance soit vraiment séparée de son périmètre. Alors, première chose, il m'a dit, c'est pour que les juristes de cette équipe soient vraiment indépendants de mon équipe en droit des affaires. Deuxième point, il m'a dit, parce que la compliance, ce n'est pas ma tasse de thé du tout. Alors, il trouve ça important, mais ça ne l'intéresse pas trop. Donc, il avait l'honnêteté de me dire, n'insistez pas, je ne vous dirai pas qui c'est. Je le garde pour moi. Et dernier point, focus recrutement. Est-ce que ça recrute en compliance? Et j'ai un grand bonheur de vous dire oui, on recrute plein mal de gens en compliance, c'est très bien, au regard de tout ce que tu as expliqué, Audrey, avec toutes les législations nouvelles et toutes celles qui sont déjà d'ailleurs en vigueur aujourd'hui. Et la typologie du profil recherché, c'est vraiment, ça dépend du projet, ça dépend de l'entreprise. Alors, ce que je peux remarquer en tant que recruteuse, c'est que dans les grands groupes, en général, ça va plutôt être des profils très spécialisés qu'on va rechercher, alors que dans les groupes plus petits, ça va plutôt être des profils très hybrides avec des affaires, de l'IT et un pan compliance. Mais la tendance est peut-être en train de changer suite à des discussions que j'ai eues récemment avec plusieurs directeurs juridiques, notamment des équipes plus petites en pleine construction dans leur société, notamment dans le domaine de la tech, parce que ces directeurs juridiques-là, ils ont la chance de pouvoir créer en fait une direction juridique et ils se disent autant se doter dès le départ de profils très spécialisés. Et c'est comme ça que certains recrutent des profils très spécialisés de LegalOps. Là, je fais un petit clin d'œil à Émilie Le Tocquart-Calame qui était venue dans une émission précédente, des profils spécialisés en données personnelles et évidemment en éthique et compliance. Donc, de quoi avoir dès le départ une culture très compliance, ce qui, comme Audrey nous l'a expliqué, est primordial. À toi, Pierre. Tu es toujours en mute, Pierre. Toujours... Ce n'est pas ma journée aujourd'hui. Hein. Merci Audrey, je pique donc ton jingle et c'est parti. Get the fever. Alors moi, aujourd'hui, je vous ai proposé en début de talk de télécharger ce diagramme voilà, qu'on voit à l'écran, mais de toute façon, on va vous redonner le lien. Je vais commencer par une citation de Bill Gates qui dit « No matter how much money you have, you can buy more time. There are only 24 hours in everyone's day. The question to always ask in the course of your day is this important right now ?» Donc, effectivement, on n'a que 24 heures par jour, donc comment s'organiser, comment gérer sa journée? Eh bien, je vais vous parler très rapidement, donc je vous conseille d'aller lire le livre ou de prendre le temps de regarder le diagramme, de la méthode de David Allen, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « S'organiser pour réussir » et qui a créé la méthode GTD pour « Getting Things Done ». Et David Allen, c'est un consultant américain qui est considéré comme vraiment l'un des penseurs les plus influents dans le domaine de la productivité et de l'autogestion. Et donc, il est reconnu pour avoir créé cette méthode qui a aidé des milliers de personnes à mieux s'organiser. Alors, comment ça fonctionne? D'abord, il y a 3 idées principales dans le livre. D'abord, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour accumuler des choses. Hein. Le cerveau est fait pour créer. Il y a cette anecdote de Einstein qui était incapable de donner son numéro de téléphone. Et quand on lui posait la question en lui disant « Mais avec tout ce que vous avez fait », il disait « Non, mais bon, ça, c'est bon. Je l'ai noté quelque part. Il y a plein d'outils pour éviter à avoir à se souvenir de choses comme ça. Je ne vais pas encombrer mon esprit. » Et puis, l'esprit, c'est comme l'eau. Si vous jetez un petit caillou ou un gros caillou, eh bien, ça va réagir différemment. Donc, avec un petit caillou, ça va créer des petites vaguelettes. Et puis, avec un gros caillou, ça va faire une grosse flasque. Et donc, l'idée, c'est d'éviter d'avoir tous ces petits ricochets dans la tête, mais plutôt d'avoir un impact sur les choses sur lesquelles on travaille et de traiter un peu son esprit comme de l'eau. Et enfin, la troisième grande idée, c'est qu'il faut allouer un espace mental pour être productif. Et donc, on est trop dérangé aujourd'hui par trop de choses. Les pensées parasites, les trucs à faire plus tard, l'anniversaire de madame ou de monsieur dont il faut se souvenir, le meilleur ami à qui on avait promis de faire quelque chose, les notifications dans tous les sens sur nos téléphones portables. Bref, on finit naturellement par mettre tout ça sur le compte du temps, alors que si on s'organisait, ça serait beaucoup plus simple.
Alors, comment fonctionne la méthode? Et encore une fois, regardez le diagramme. Renseignez-vous, je vous ai mis des articles aussi sur la méthode, mais en très, très gros, il y a 5 étapes. La première, c'est collecter tout ce qui sollicite votre attention. Donc, il faut recenser tout. Alors, au début, ça prend beaucoup de temps, cette méthode, et après, évidemment, bien évidemment, plus vous la maîtrisez, plus ça va vite et plus vous avez créé votre système. Mais on note tout ce qui peut être une tâche à faire maintenant ou plus tard, personnelle ou professionnelle. Alors, il n'y a pas de mauvaise idée, il vaut mieux en collecter d'ailleurs plus que pas assez, et vous suivez votre process de réflexion dans cette collecte, vous notez bien que toutes ces idées ne sont pas des engagements à faire, c'est juste toutes les choses auxquelles vous pensez, et vous intégrez donc cette collecte à votre mode de vie. Vous collectez, vous notez, vous notez, vous notez. La deuxième étape, c'est de traiter le contenu, donc cette collecte, et déterminer ce qu'il y a à faire. Alors, on va déterminer les éléments de cette boîte de réception, si vous voulez, par leur nature. On va déterminer si l'objet que vous avez noté, est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une action simple qui va prendre moins de 2 minutes? Est-ce que c'est une action qui va prendre plus de 2 minutes? Est-ce que c'est juste un document de référence, quelque chose à lire one day? Et donc, pour chaque objet, on va déterminer le résultat concret à produire. Donc, on va déterminer au moins la première action pour chacune des actions que vous avez notées. Donc, par exemple, si une action prend moins de 2 minutes à effectuer et que toutes les conditions requises sont là pour l'accomplir, eh bien, vous la faites tout de suite pour dégager de votre boîte de réception. Puis après, on regarde et puis si c'est un élément finalement qui n'a pas d'intérêt, globalement, on s'en débarrasse. Et puis après, vous mettez de l'ordre, c'est la troisième action, on les organise entre ce que j'appellerais les éléments non activables et les éléments activables. Alors, les non activables, donc je l'ai dit, c'est la poubelle pour ce que finalement on veut jeter parce que ce n'est pas si intéressant que ça. C'est ce qu'on va mettre dans une case incubation pour les éléments à long terme, les trucs dont on se servira un jour. Ça va être les références, ça peut être beaucoup, regardez, moi j'en ai un paquet d'articles à lire un jour quand j'aurai du temps, mais bon, plutôt que de me les garder, je les ai imprimés, je sais, c'est pas bon pour l'environnement, je le trouverai mieux pour l'avenir, mais en tout cas, je les ai imprimés pour les lire quand j'aurai le temps, etc., etc. Ça, c'est les éléments non activables. Et puis après, il y a les éléments activables. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà, on voit si on peut le faire en 2 minutes. Et puis après, on regarde ce que c'est que l'action. Et là, on utilise le fameux Drive, Ditch, Delegate dont j'ai déjà parlé dans un précédent Club Sandwich, pour ceux qui s'en souviennent, ou sinon vous pourrez le retrouver. C'est qu'est-ce qu'il faut faire par soi-même, c'est exécuter. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut déléguer à d'autres, ou qu'est-ce qu'il faut tout simplement reporter ou ne pas faire du tout. Donc après, on revoit ces actions, c'est l'étape numéro 4, et on revoit ces actions régulièrement pour les classer, pour les revoir. Et on va d'ailleurs commencer par celles qui sont dans le calendrier, parce qu'on va pouvoir en avoir mis certaines avec un calendrier ou avec une date. Si elles sont dans le calendrier ou avec une date, il y a une raison, c'est probablement qu'il fallait les faire pour une date donnée. Si vous avez des conclusions à produire en vue d'un process, c'est probablement plus à faire que le projet de fond. Et donc, on liste tous ces projets en suspens, on fait l'examen de toutes ces tâches. Je recommande de le faire une fois par semaine, peut-être le dimanche vers 18 h avant que votre semaine ne commence. Et comme ça, on a vraiment une liste très claire de ce qu'on a à faire. Et enfin, la dernière étape, c'est d'agir en fonction des options choisies. On prend les bonnes décisions, on les fait dans l'ordre et on commence à les exécuter. Donc, en fait, la méthode, vous vous en doutez, Getting Things Done prend beaucoup de temps au démarrage, le temps de créer votre système et que ça fonctionne. Mais une fois que ça fonctionne et qu'une fois que vous êtes in the groove de faire ça toutes les semaines et le dimanche et de vraiment bien catégoriser chaque chose que vous avez à faire, vous verrez que votre esprit est beaucoup plus libre et que vous faites beaucoup plus de choses. Voilà, c'est pour moi. À toi, Thibaut. Merci Audrey, merci Pierre pour ces chroniques. On va passer maintenant aux questions des participants. Peut-être pour commencer, on a parlé beaucoup d'entreprises de très grande taille, des grands groupes internationaux. On a une question de Rosen qui, elle, nous dit comment amorcer une culture compliance peut-être dans une entreprise de taille intermédiaire ou plus petite. Est-ce que toi, tu as des pistes là-dessus, Audrey? Alors déjà, et puis j'ai vu aussi une question sur justement la question des grosses entreprises qui vont demander à leurs fournisseurs de plus petite taille notamment de se conformer à des codes de conduite qui finalement reprennent eux leurs obligations légales mais pas pour les petites entreprises. C'est un peu le même lien, j'ai un peu à répondre pour les deux. Je pense que dans les entreprises intermédiaires, donc
pour les PME, surtout les ETI, en fait, il y a cette idée que, encore une fois, ça sert à quoi la compliance? La compliance, ça sert justement à prévenir les risques. Mais avant de prévenir les risques, il faut les identifier. Donc, aujourd'hui, je pense que pour les entreprises de plus petite taille, au-delà du simple risque juridique, qui en effet, on n'est pas soumis à certains seuils, donc on ne va pas être dans cette idée de conformité légale ou réglementaire, il y a cette idée d'apporter finalement l'identification du risque qu'on va inclure dans un programme de compliance par d'autres leviers. Si finalement ça nous ferme des portes, ça nous empêche de signer des contrats avec certains clients, parce qu'on sait que ces clients vont nous demander justement de nous conformer à leur code de conduite, par exemple, qui vont reprendre certaines de leurs obligations réglementaires. Ça peut être aussi, si j'ai des clients, si je veux justement candidater à des appels d'offres publics, clairement en France, avec tout ce qui est en train d'être fait par l'AFA, il y a de plus en plus de collectivités territoriales qui vont vraiment appuyer sur les questions d'anticorruption. Donc finalement, le risque là ne va pas venir d'un risque juridique à proprement parler, parce qu'on va avoir peur qu'une autorité vienne nous chercher, mais ça va être plus finalement le risque de perte d'opportunités commerciales. Ça, je pense que dans des organisations beaucoup plus petites, c'est un enjeu aujourd'hui qu'il faut avoir en tête. Et notamment, je me souviens de discussions il y a quelques temps au Global Compact France, où on a abordé ces questions-là justement avec des entreprises de taille intermédiaire, où finalement, c'était ça qui est ressorti, c'est utiliser cet argument-là, l'argument vraiment commercial. Et puis l'autre argument, pour moi, ça va être un argument de culture d'entreprise, encore une fois, pour des entreprises de plus petite taille, des entreprises qui peut-être ont quelques années d'existence et qui veulent justement rentrer dans une logique de captation des nouveaux enjeux, notamment liés à l'après-Covid, à des enjeux plus sociétaux, sociaux. Il y a tout un intérêt à faire intégrer la compliance dans cette démarche-là stratégique et de culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Quel est le projet? Quelle est la mission de notre entreprise au-delà de la simple rentabilité financière? Je prendrai juste un exemple. Deliveroo qui essaie de s'introduire en bourse. Deliveroo, en fait, il y a 2 énormes fonds qui ont dit non, on n'investira pas en fait chez Deliveroo parce que la rentabilité, c'est une chose, mais on veut voir en fait une vraie considération pour les impacts sociaux. Et on considère que Deliveroo, en fait, ne répond pas à ces exigences-là. Donc, je pense que là aussi, c'est même en termes de croissance, d'anticiper aussi la croissance. Aujourd'hui, dans le monde actuel, la croissance n'est pas que financière. Elle a cet élément de confiance qu'apporte justement une culture de la compliance. Oui, c'est une très bonne chose. Justement, il y a Stéphanie qui nous demande comment changer les mentalités quant au fait que la compliance est une entrave au business. Justement, en leur montrant que non, c'est que, en tout cas, vous, en tant que juriste, notamment, vous pouvez leur montrer que non, ce n'est pas une entrave au business, mais ça peut être une opportunité au business. Et notamment, pourquoi faire le lien aussi avec l'éthique? Finalement, c'est aussi de ne pas regarder le verre à moitié vide, mais regarder le verre à moitié plein avec les opportunités commerciales qui peuvent se créer. Notamment lorsqu'on est des sociétés plus petites et qu'on souhaite créer notamment pourquoi pas des JV avec des entreprises plus grandes qui vont être en mesure de nous apporter des fonds, pouvoir anticiper leurs besoins de transparence, de prise en compte de critères extra-financiers, notamment dans la façon de faire notre business. C'est aussi, encore une fois, créer de la confiance avec les autres, avec nos clients, nos partenaires, nos futurs investisseurs. Et là, ça dégage justement du revenu. En fait, il faut créer son propre ROI, en fait. Voilà. Ça ne doit pas être vu comme une dépense, ça doit être vu comme une dépense comme un coût, ça doit être vu comme une dépense d'investissement. C'est un investissement, donc sur le long terme, mais ça reste un investissement qui va être positif pour l'entreprise. Ouais, et justement, il y a Sophie qui nous demande si, elle nous dit qu'elle a rejoint une entreprise américaine pour une mission et sur un programme de compliance. Oui. Elle disait qu'en dehors de la finance, les entreprises avaient du mal à investir. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, la compliance est plus développée dans certaines industries que d'autres? Et si c'est le cas, est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce que tu as un avis là-dessus?
Bah, c'est très juste, hein. C'est vrai que encore une fois, parce que la compliance a été réglementée dans le secteur dans le secteur bancaire et assurantiel, la question ne se pose pas dans ces secteurs-là, avec l'écueil que je disais au début, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de très réglementaire, très rigueur, et pas avoir le côté stratégique et plutôt sympathique, on va dire, de la compliance. Je pense que aujourd'hui, il commence à y avoir cette transformation-là. Et pour reprendre ce que disait Audrey sur le marché, je pense que le marché actuel reflète cette transformation-là. Les entreprises sont prêtes maintenant à investir parce qu'elles ont compris que ce n'est pas forcément finalement juste pour se conformer à la loi, mais il y a un vrai impact en fait sur un écosystème. Il y a un vrai impact sur la façon de créer du business. Encore une fois, ça ne va pas être forcément sur les questions d'anticorruption, ça peut être sur d'autres sujets qui sont peut-être plus déterminants dans la relation qu'on veut avoir, notamment avec nos futurs prospects. À chacun, en fait, de trouver quel est le levier. Et je pense que vous avez fait un talk, je crois, avec Olivier Duchâteau il y a plusieurs mois sur comment négocier un budget auprès de sa direction générale. C'est un peu, je pense, les mêmes sujets ce que vous avez dû échanger. Encore une fois, ne surtout pas rentrer juste dans cette logique. Il faut éviter la sanction. Qu'on soit clair, hein, la sanction, elle n'est pas tous les matins, même pour nous, une entreprise comme Schneider Electric, la sanction, ce n'est pas un outil de com, ce n'est pas un outil d'appropriation de la compliance. Moi, j'ai arrêté de parler de sanctions. D'ailleurs, ça faisait des années qu'on parlait de sanctions et finalement, ce n'est pas pour autant que les choses avançaient. C'est dès lors qu'on a changé en fait le paradigme et qu'on parle justement de création de valeur, de retour sur investissement pour créer du business, créer de la confiance avec l'ensemble de nos parties prenantes, que c'est là où on a vraiment commencé à faire démarrer la culture de la compliance chez Schneider. Et on parle de Schneider, qui est une entreprise internationale. Justement, Jonathan, lui, il nous pose la question, comment toi, tu t'adaptes du fait que tu aies plusieurs réglementations à gérer? Est-ce qu'il y a un socle commun de compliance ou est-ce que tu adaptes ça selon les pays, par exemple? Alors justement, donc, très bonne question. En effet, quand on est à l'international, on se pose la question de l'élément référentiel de base. Donc nous, au niveau du groupe, on va avoir un élément référentiel de base qui va prendre, on va dire, ce qu'on doit mettre en place, quel que soit le pays. Donc Sapin 2, par exemple, sur les questions d'anticorruption, nous a bien aidé à définir ce qu'on devait mettre en place à minima partout. Après, il y a sur les programmes de sanctions, d'export contrôle, où là, ça va être plus, en effet, le régime plus US. Mais finalement aussi, ça n'empêche pas l'adaptabilité. Et c'est tout le travail qu'on fait avec les compliance officers régionaux et avec leurs propres responsables business, c'est qu'il faut pouvoir adapter. Et là, lorsqu'on a un département juridique, c'est tout la valeur ajoutée d'un département juridique, c'est de nous identifier ce qu'on doit peut-être modifier, ce qu'on doit adapter. Et il y a un mot qui n'est pas encore très bien utilisé en France, mais c'est l'approche par le risque. C'est-à-dire qu'un problème de compliance, ce n'est pas quelque chose de linéaire, ce n'est pas quelque chose d'uniforme, c'est l'approche, encore une fois, par les risques. Et donc, tout le travail, justement, de celui qui va s'occuper de mettre en place un programme de compliance, c'est de comprendre finalement où sont les risques. Et après, on fait un arbitrage avec la direction. Quels sont les risques qu'on est prêt à prendre? Et puis ceux, on dit non. Ceux-là, on ne veut pas les prendre et on met des choses en place. Mais donc, le socle est commun sur beaucoup d'aspects, mais quand je prends par exemple tout ce qui est sexual harassment, donc tout ce qui est harcèlement sexuel, il y a des réglementations très, très strictes, notamment par exemple en Inde, où on a besoin d'avoir même une gouvernance mise en place pour gérer tous les cas qui sont reportés. Parce que l'Inde a des problématiques quand même très, très spécifiques en matière de harcèlement sexuel. On va avoir quelque chose au niveau du groupe et déployer dans tous les pays. Mais là, en effet, pour l'Inde, il faut qu'on aille plus loin que notre référentiel commun pour se conformer à la loi. Et donc, finalement, c'est ça qui est génial, entre guillemets, c'est que c'est un processus d'amélioration continue où la veille réglementaire est en effet nécessaire et où le département juridique a tout son rôle à jouer aussi sur cet aspect-là. Très bien, merci Audrey. Peut-être une dernière question et après on va devoir terminer parce que le temps tourne. Sur les formations, voilà, tous ceux que tu as réussi à convaincre aujourd'hui et qui veulent se mettre à la compliance demain, comment faire concrètement? Il y a des formations à suivre, il y a des choses. Tu as des idées là-dessus?
Alors, je commencerai par dire ce que m'a dit quelqu'un qui n'est pas français, qui m'a dit oui, c'est très français de toujours avoir envie de faire une formation certifiante, enfin, d'avoir un diplôme. C'est très français. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Moi, quand je recrute quelqu'un, j'ai recruté par exemple quelqu'un en interne en 2019 qui venait des RH. Ça m'a été important pour même dans son welcome package, je lui dire je t'offre une formation. Ça rassure. Donc, dans tes 6 premiers mois, tu vas être en alternance, tu vas être en formation 1 jour par semaine avec une formation continue. Je pense que c'est bien pour se rassurer soi-même et aussi pour finalement se dire qu'on va avoir les fondations qui nous permettent de se sentir légitime. En France, la formation, le diplôme rend légitime. Ce n'est pas forcément vrai dans d'autres pays où c'est plus learning by experience qui va jouer. Donc, je le recommande si justement dans le contexte français, si on veut évoluer en France, notamment, je pense qu'Audrey pourrait compléter, mais même lorsqu'on va aller voir d'autres personnes, d'autres secteurs d'activité, d'expertise, on va très souvent avoir dans les job descriptions quand même quelqu'un qui a quand même à un moment donné un diplôme ou une certification. Donc, je le recommande dans le contexte français. Il y a des formations, en effet, qui se multiplient. Faites attention aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui vont être peut-être très générales, qui ne vont pas vous apporter finalement ce que vous souhaitez. Il y a des différences entre... et ce n'est pas forcément au niveau de l'intitulé ou même de là où ça se fait. Regardez bien ce que vous souhaitez faire vraiment avec votre formation. Est-ce que ça va être une expertise plus technique sur des aspects juridiques ou est-ce que ça va être pour s'approprier des soft skills? Eh bien, parfois, s'approprier des soft skills, ça ne va pas être forcément dans une formation dite de compliance, ça peut être sur d'autres sujets. Moi, il y a quelques années, j'ai fait une formation en médiation et gestion des conflits parce que je sentais que c'était ça que j'avais besoin pour affiner ma technique, par exemple, d'enquête interne sur des sujets notamment de ressources humaines. Voilà. Donc, essayez toujours d'identifier vraiment ce que vous voulez avoir avec votre formation. C'est vraiment l'élément important. Merci Audrey. C'était passionnant, c'était très riche. On a abordé plein de sujets aujourd'hui. Ça t'a plu? Bah oui, écoutez, et puis le format est plutôt sympathique. Donc moi, quand je fais pas de slides, c'est très bien. Donc, et bon, puis, non, puis en fait, pour les participants, n'hésitez pas à me poser des questions parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des questions qui étaient posées qu'à nous, etc. Donc la discussion peut continuer. Je peux en parler tout le temps. Je suis une vraie passionnée. Donc voilà, il n'y a aucun problème. En tout cas, on était ravis de tous vous avoir. Il y avait plein de nouveaux sur Club Sandwich et ça, c'est génial. Et peut-être, Thibaut, tu peux te dire ce dont on va parler la prochaine fois pour que vous nous rejoigniez de nouveau. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, dans 2 semaines, on va parler de Bitcoin et de réglementation liée au Bitcoin avec William. Lui, il a vu la réglementation du Bitcoin un petit peu évoluer et il pense que ce n'est pas un sujet qui est si loin du juridique. Au contraire, c'est structuré. Donc, il va nous parler de tout ça. Donc, c'est dans 2 semaines. Si vous voulez participer, on va vous envoyer le lien tout de suite. Et puis voilà, on est bon pour aujourd'hui. On est bon pour aujourd'hui. On a un site magnifique, www.club-sandwich.legal. Vous pouvez retrouver les replays, vous inscrire, etc. Et à dans 15 jours, tout le monde. Très bientôt. Merci à tous. Merci pour l'invitation. À bientôt.